Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, Chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Bonjour à tous, et comme l'a dit Florian Fompery, nous allons parler de mobilisation, de lutte, parfois pacifique, parfois violente, mais toutes dédiées à un monde plus juste. En tout cas, ce sont l'objet des luttes. Et donc, on pourra en citer quelques-uns, le mouvement des droits civiques aux États-Unis, les mouvements indépendantistes en Inde, le mouvement pour le droit de vote avec les suffragettes, les mouvements actuels en faveur du climat et tant d'autres. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir deux auteurs avec deux très beaux livres. Donc Marilyn Desbioles, bonjour. Bonjour. Et Sylvain Pathieu, bonjour. Bonjour. Autour de deux livres en particulier, bien que vous en ayez commis beaucoup d'autres. Charbons ardents pour Marilyn Desbioles, donc paru au Seuil en 2021, et Panthères et pirates, des Afro-Américains entre lutte des classes et Black Power, à la découverte en 2022. Bonjour à tous les deux, je le redis. Ça me fait toujours plaisir. Est-ce que je m'adresse à vous deux, mais peut-être Marilyn Desbioles, vous voulez commencer, ou Sylvain Pathieu, bien sûr. Cette question de la lutte était l'objet, en fait, à la source de votre livre. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'est un souvenir que vous vouliez convoquer? Est-ce que c'était une question d'écriture? Mais qu'est-ce qui est à la source de l'idée de raconter cette histoire qui, je le rappelle, parle de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, qui a emporté toute une série de personnes, dont des jeunes, de Marseille à Paris? C'était surtout l'idée de parler d'un petit événement absolument dérisoire au départ. C'est une poignée de jeunes gens, de jeunes garçons, de jeunes filles. Ils étaient 17, je crois. Voilà, au ils départ étaient de Marseille. 17, c'est vraiment rien. Qui sont sortis des Minguettes, notamment, en grande majorité, de Lyon, et qui sont partis de Marseille jusqu'à Paris, et qui ont marché pendant 50 jours, donc, sur les routes de France. Tout petit événement de rien, qui en vérité est méconnu, mais pas inconnu. Il est même enregistré dans les livres d'histoire aujourd'hui, dans les livres de classe d'histoire. Et au fond, on en reparle toujours, quoi. Moi, je crois que un des objets de la littérature, c'est de s'emparer de petites choses de rien qui ont marqué nos consciences, nos cœurs. Et c'est un peu l'objet de la littérature que de les remettre peut-être à l'honneur, ou en tout cas de les voir autrement avec nos yeux d'aujourd'hui, avec nos luttes d'aujourd'hui, et de voir aussi ce qui a été défiguré, mal compris, ce qui a été trahi aussi dans ces luttes. Et donc c'était aussi un projet d'entendre. Le projet était d'entendre les marcheurs, puisqu'on les appelle comme ça. Oui. C'est amusant, oui. C'est amusant, oui. Les marcheurs qui ont bien voulu me répondre. Je dois dire aussi qu'il y a pas mal de gens qui sont morts, tout simplement. Et puis ceux qui n'ont pas voulu me répondre. Bon. Donc j'ai mêlé leurs paroles à mon écriture, puisque je suis très présente dans ce livre. Je mêle mes souvenirs de 83. Alors moi, j'ai pas participé à la marche. J'en ai entendu parler à l'époque. Et je mêle ce que je sais et ce que je ne sais pas. Ce que je n'ai pas compris à l'époque. Ça, c'est aussi, moi, à mon avis, l'objet de la littérature, c'est de faire aussi avec nos incapacités, nos silences, mais aussi notre désir de mieux comprendre. Et donc d'être précis. Voilà, j'ai essayé d'être le plus... C'est de la littérature, c'est un livre, c'est pas un roman, mais c'est un récit d'écriture, mais j'ai essayé d'être la plus précise possible. Et si on devait faire justement une peinture, alors
en deux temps, d'une certaine manière, le temps du souvenir, ce dont on se rappelle de cette France du début des années 80, et puis le temps de cette enquête, parce qu'en fait, ça procède d'une enquête, ce que vous avez fait pour écrire ce livre. On voit bien, vous cherchez à retrouver des personnes. Certains sont morts, d'autres pas, mais bon, le temps a passé, donc c'est compliqué de les trouver. Et donc la France des années 80, de ce début des années 80, c'est... Je me lance, mais les deux vous pouvez tous les deux évidemment y participer. C'est évidemment l'élan incroyable de 81. Rappelons-nous. Bien sûr, je m'en souviens. J'ai pas pu voter, mais je sais qu'il y a eu un élan, il y avait du monde dans la rue. Donc 81, l'Union de la gauche qui arrive au pouvoir. C'est aussi, on commence pas mal à parler de chômage au début des années 80. On va très vite parler de sida. Je me rappelle de cette période aussi. Et du Front National. Et du Front National, tout à fait. Donc à l'époque, avec plutôt le père que la fille. Oui. Je ne sais pas s'il avait encore son truc sur l'œil, mais il me semble qu'il était encore comme ça. Voilà, c'est ça mon souvenir du début des années 80. Et donc quand on voit ces jeunes, 83, on est vraiment au tout début, ces jeunes qui habitent au Minguette, vous en avez parlé, donc un quartier de l'Est lyonnais, l'élan, on ne le voit pas du tout. En tout cas, là, en 83, on a l'impression que la désillusion est déjà extrême. Il y a eu banlieue 89, il y a eu d'autres mouvements. Il y a eu des trahisons, beaucoup. Déjà. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a beaucoup ému et qui a fait que d'ailleurs, pendant ce livre, ça m'a beaucoup remué. Remué, oui. J'ai changé des choses dans ma vie. Et ce livre a été très important pour moi. C'est que ce qui est intéressant, c'est comment sortir d'une boucle. Comment sortir d'une boucle de violence. Puisque au début des années 80, dans les banlieues, on l'a oublié aujourd'hui, mais c'était extrêmement violent. Et donc les jeunes gens, les jeunes garçons, répondaient à la violence policière par la violence. Comment, tout d'un coup, ce type absolument merveilleux qui est Christian Delorme, qui est un curé, et qui était fasciné par Martin Luther King, qu'il a vu à Lyon. Et Martin Luther King, d'ailleurs, ne s'est arrêté qu'à Lyon dans son périple européen. Comment ce type leur a donné une autre perspective. Comment tout d'un coup faire une action qui était non violente, ce qui n'est pas très bien vu en France. Non violent, ça veut dire ventre mou, un peu. Je parle pour moi aussi. Et comment ça, c'est vraiment formidable de sortir d'une espèce de boucle infernale qui va du pareil au même, quoi. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, je trouve. Déjà, de pouvoir sortir de cet enfer de la boucle. Donc c'est ça. Oui, c'est ça. Et une des choses que fait Gandhi, enfin pas Gandhi, justement, Delorme, que vous racontez, je me mélange, que vous racontez dans votre livre, c'est justement qu'il leur montre ce film, ce biopic sur Gandhi. Exactement. Qui les impressionne beaucoup. Et mais oui, et avec en plus ce geste très dérisoire d'aller prendre une poignée de sel après une marche, donc une poignée de sel dans la mer. Là aussi, un geste complètement dérisoire. Tout aussi dérisoire que va être leur marche, mais qui va changer beaucoup de choses. Qui transforme les choses. Alors, moi, je ne dis pas que cette marche a tout changé, loin s'en faut. Mais elle est un exemple d'une chose qu'on pourrait pas, c'est pas une marche qu'on devrait faire obligatoirement, c'est comment imaginer qu'on sorte d'une boucle, voilà. Comment imaginer? Alors justement, Sylvain Pathieu, comment imaginent vos protagonistes dans Pirates et Panthères, donc qui, je répète, sont là, on est dans un autre contexte, on est de l'autre côté de l'Atlantique, on est aux États-Unis, on est en Caroline du Nord, je crois bien, oui c'est ça, en Caroline du Nord, et ce sont deux jeunes, Melvin et Jean, qui sont étudiants afro-américains, ils sont déjà étudiants, et on est en 66, ils se rencontrent en 66 en Caroline du Nord, donc dans les anciens États. Je rappelle que la Caroline du Nord fait partie des États sécessionnistes, enfin des États du Sud. Du Sud. C'est un contexte, voilà. Et eux aussi. Donc à l'époque, il y a
des mouvements qui sont en train de naître aux États-Unis, donc plutôt du côté des droits raciaux, puisqu'on vit dans un État qui est ségrégationniste, en 66 aux États-Unis. Et puis il y a la guerre du Vietnam, il y a énormément de conflits. Il y a eu la guerre de Corée avant. Enfin, on est dans un moment de l'histoire très violent. Et puis il y a l'assassinat de Martin Luther King, il va y avoir celui de Kennedy, donc la violence est à tous les étages, j'allais dire. Et donc ils vont choisir, eux, une forme d'action qui est différente, qui est peut-être inspirée de l'élan révolutionnaire des Black Panthers. En fait, oui, Gene et Melvin McNear, c'est un couple. On commence avec eux aux États-Unis dans les années 60 et on continue, on arrive aux banlieues dans les années 80. Donc c'est intéressant comme parcours parce qu'on passe des États-Unis à la France. Et donc en effet, c'est un couple qui font partie des premiers à avoir bénéficié des avancées du mouvement des droits civiques. Ils vont à l'université, ils sont issus de classes populaires, mais ils peuvent arriver à l'université. Ils ont un destin, on pourrait dire, tout tracé de futurs membres de la classe moyenne afro-américaine. Mais dans ces années 60, ils sont confrontés à 3 phénomènes. Le premier, c'est une contestation généralisée à l'échelle mondiale par la jeunesse de l'autorité. On l'a vu en France avec mai 68, mais il y a eu aussi des mai 68 à Dakar, à Mexico, enfin dans plein d'endroits différents. Donc ils se révoltent contre l'autoritarisme de leurs profs. Et en ce qui concerne Melvin, parce que c'est un sportif et qu'il est à l'université parce qu'il fait du sport, il se révolte contre ses coachs de football américain. Et il est quarterback de l'équipe, c'est-à-dire un peu le capitaine, quoi. Et deuxième phénomène, c'est l'essoufflement, les limites du mouvement des droits civiques qui se retrouvent confrontés justement à une très forte violence de la part des Blancs, avec des assassinats, on a cité celui de Martin Luther King, mais aussi des tabassages, diverses violences. Et puis l'impression qu'ils ont obtenu des droits, mais qu'ils ne peuvent pas avancer plus que ça, quoi. Et en effet, il y a d'autres mouvements qui émergent, comme les Black Panthers, qui prônent une action révolutionnaire. Et enfin, le dernier élément, c'est la guerre du Vietnam, donc c'est l'anti-impérialisme. Et Melvin, parce qu'il est rebelle dans son université, il perd sa bourse de sportif, donc il est viré de l'université, et donc il est envoyé dans l'armée. Et là, comme il fait partie des contestataires, de ceux qui sont attirés par le Black Power, la coupe afro et les mains gantées de noir, eh bien, il se retrouve sur la liste de ceux qui doivent partir au Vietnam. Donc, il déserte. Et à partir de ce moment-là, il se retrouve clandestin avec sa femme et leurs 2 enfants. Il se retrouve clandestin aux États-Unis. Et le seul moyen qu'il trouve pour quitter le pays, la seule échappatoire qu'il trouve pour fuir le racisme, c'est de détourner un avion. Donc il détourne un avion avec des complices vers l'Algérie, parce qu'à l'époque l'Algérie c'est un pays d'espoir, c'est celui qui a vaincu le colonisateur français, donc ils espèrent être bien accueillis là-bas. Et puis en fait ils rejoignent la section internationale du Black Panther Party, qui est dirigée par Eldridge Cleaver, qui est un personnage assez spécial on va dire, et qui est en pleine déconfiture. Et donc en fait, une fois en Algérie, ils trouvent pas leur place et ils passent clandestinement en France, grâce au réseau Curiel, donc c'était les réseaux de porteurs de valises pendant la guerre d'Algérie. Et Curiel, c'était un juif égyptien communiste qui était réfugié en France. Et en France, ils vivent un peu clandestinement pendant quelques mois. Puis ils sont arrêtés par la DST et ils se retrouvent en prison, et avec un procès public, mais un comité de soutien qui est là pour mettre en avant la dimension politique de leur action. Et quand ils sortent, donc ils sont punis de peines qui sont plutôt légères par rapport à l'acte qu'ils avaient fait, même si ils font quand même quelques années de prison. Et donc ils sortent au début des années 80. Ils récupèrent leurs enfants, qu'ils avaient renvoyés aux États-Unis parce que la clandestinité et la vie de famille, c'est pas compatible. Et là, se pose la question pour eux, parce que la France refuse de les extrader vers les États-Unis, se pose la question de savoir comment on fait justement après un acte aussi extrême que de détourner un avion. Et ils vont se reconvertir dans le travail social, dans une banlieue qui s'appelle la Grâce de Dieu, dans la banlieue de Caen. Et donc ils passent en fait, si on voulait simplifier, ils passent des Black Panthers à Mieux Vivre à la Grâce de Dieu, qui est une association locale. Donc dit comme ça fait pas très sexy, hein, ça paraît. On parlait de ventre mou, hein, ça pourrait paraître quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait, dans les années 80, donc eux, ils ont fui le racisme aux États-Unis, et quand ils arrivent en France, ils trouvent aussi du racisme.
ils trouvent d'autres formes d'altérisation, d'autres formes de racialisation que celles qu'ils connaissaient aux États-Unis. Et dans les années 80, justement, c'est le moment où en France, il y a tout ce qu'on a dit, le chômage, la montée du FN, les problèmes sociaux et économiques et l'arrivée de la gauche au pouvoir et la déception qu'elle suscite. Et une des réponses qu'il va y avoir à tous ces problèmes, ça va être de désigner des boucs émissaires. Et parmi ces boucs émissaires, les gens de banlieue, ça va devenir des boucs émissaires. Ils vont être altérisés, ils vont être vus comme des gens qui sont séparés de la nation, qui sont... au début des années 90, enfin à la fin des années 90, il y a même un ministre qui parle de sauvageons en parlant des jeunes des banlieues. Et donc ils vont continuer leur combat pour la justice sociale, mais dans un contexte complètement différent qui est celui de la France. Mais ils vont lutter encore contre des formes de racialisation qui sont différentes de celles des États-Unis. Et ils vont s'investir dans le combat pour les jeunes de leur quartier, pour le dialogue entre les générations. Et ça va passer pour Jean par l'aide aux devoirs et pour Melvin par le sport. Il va créer un club de baseball, enfin il va intégrer un club de baseball. Et avec ce club de baseball, ils vont essayer d'encadrer des jeunes pour pas qu'ils partent sur de mauvaises voies. Et donc, ils s'inspirent un petit peu de ceux qu'ils ont connus, eux, quand ils étaient dans les quartiers noirs de leur jeunesse, pour essayer d'aller vers les jeunes, d'encadrer les jeunes. Et voilà, ils continuent ce combat qu'ils avaient mené pour la justice sociale, et ils sont confrontés à ces formes de racialisation bien françaises. Et donc voilà, j'ai quand même l'impression qu'il y a des parallèles avec nos deux livres, c'est-à-dire que ces militants, ils arrivent finalement dans ces années 80 qui sont décrites par Marilyn Desbioles dans son livre. Oui, ce que j'ai appris, justement en enquêtant, comme vous dites, pour ce livre, c'est que les années 80 ont été les plus violentes qui soient, que je ne percevais pas du tout à l'époque. C'est le moment, ces années 80, où il y a eu le plus de meurtres d'Arabes, pour dire les choses, dans notre histoire. Ce qui est quand même étonnant. Moi, puisqu'on a toujours une manière d'idéaliser le passé. Bon, bien se rendre compte aussi de tout ce qu'on ne voit pas, et de tout ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, par exemple. Oui, tout ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, qu'on verra peut-être demain. Je voulais revenir sur quelque chose qui pourrait paraître comme un détail, mais qui, je crois, ne l'est pas. Et je voudrais savoir... donc, c'est un extrait, je veux dire, un extrait du livre de Sylvain Bathieu, là, Panthères et Pirates. Et je voudrais avoir votre réaction sur ce sujet, Marilyn Desbioles, pour le coup. Dans cette conquête de la dignité, le parcours de Melvin présente une particularité qui correspond à la stratégie afro-américaine d'élévation de la race. L'importance donnée au sport. Il ne s'agit pas simplement du développement d'un goût individuel. Cet attrait pour le sport s'inscrit dans un combat de long terme visant à faire du corps noir le lieu et l'enjeu d'un combat radical pour la dignité, l'égalité et la justice. Le corps des Afro-Américains a été, du fait du racisme et de l'esclavage, frappé de stigmates. À la fin du XIXe siècle, un des préjugés qui pesait sur les Noirs concernait leur faible résistance physique, qui participait de leur infériorité par rapport au corps blanc. Les performances sportives ont été un moyen d'inverser les représentations et de contester en actes le racisme. Je voulais savoir, Marilyn Desbioles, voilà, cette question, dans cette enquête justement que vous avez menée, cette question du corps, parce qu'il y a aussi des femmes dans les marcheurs, il y a des marcheuses, hein, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des marcheuses. Cette question du corps dans l'espace public, notamment sorti de l'espace du quartier, est-ce que c'est des choses dont on vous a parlé ? Bien sûr, en vérité, s'inscrire déjà, sortir des Minguettes et parcourir les routes de France, c'est politique. Et aussi à chaque halte, les marcheurs et les marcheuses rencontraient des gens, organisaient des meetings. Et donc, en vérité, c'était comme si ils s'appropriaient la géographie de la France. L'histoire peut-être, mais aussi, ce qui est très important, la géographie de la France. Et ils allaient à Paris, où Mitterrand d'ailleurs leur avait promis, un peu comme une gageure, un peu comme... oui, une gageure, un pari, leur avait promis de les recevoir, ce qu'il a fait d'ailleurs. Et là, ça a donné lieu à une énorme manifestation. Donc,
c'est pas le désir d'occuper l'espace, mais c'est le désir de s'y inscrire, plutôt. Et ça, oui, c'est je pense que c'est au cœur de la marche, en effet. Même physiquement, il l'éprouve. Hein. Physiquement. Alors moi, mon obsession pendant toute cette enquête, c'est qu'est-ce que ça fait de marcher aussi longtemps ? Ils s'en fichent complètement. Enfin, ils répondent jamais sur ce sujet. Ils sont peut-être très jeunes à l'époque, et donc parce que quand même, il faut le faire. Ils n'ont pas triché, ils n'ont pas pris des voitures. Je crois pas. Peut-être certains, mais certains disparaissaient aussi. Hein. C'est pas non plus c'est pas des gens très disciplinés. Quelquefois, il y en a qui disparaissaient, qui revenaient. Bon, mais il y en a qui ont marché tout le temps. Et oui, vous parliez des marcheuses. Moi, ça m'a beaucoup. Elles m'ont beaucoup passionnée, ces femmes, parce que en effet. Certaines m'ont raconté un peu une histoire idyllique. Tout se passait très bien avec les garçons, c'était merveilleux et tout. En vérité, certaines m'ont dit plus tard que c'était pas si formidable, qu'il y avait quand même de la violence entre eux et qu'il y avait du machisme, oui, évidemment. Et elles ont été minimisées. Elles c'était pas les premières de cordée, hein, puisqu'on reprend un terme sportif. C'est pas celles qui sont apparues le plus. Alors que, et elles-mêmes minimisent aujourd'hui celles que je pense à une notamment que j'ai interrogée, Malika Boumedienne, qui me dit oui que son rôle était vraiment moins que rien, quoi, rien du tout. C'est un peu comme si elle avait participé à cette marche par désœuvrement. C'est complètement faux, parce que d'abord, on ne peut pas s'investir aussi longtemps par désœuvrement. Et en plus, c'est elle qui, justement, à l'occasion de la rencontre avec Mitterrand, a appuyé sur le fait qu'il leur avait promis la carte de 10 ans, ce qu'ils appellent la carte de 10 ans, qui paraissait un détail, mais qui, par exemple, aujourd'hui, n'est plus jamais délivrée. Donc, et c'est elle qui est revenue plusieurs fois à la charge, pour dire qu'elle n'était pas... Mais les femmes, à cette époque, ont intégré le fait qu'elles n'étaient pas majeures. C'est le cas de le dire. Et ça m'a beaucoup... ça m'a passionné. Et aussi, ce qui m'a passionné, c'est mon propre aveuglement. Puisqu'au début, je les ai crus complètement dans le fait que c'était formidable, etc. Puis, peu à peu, les choses se sont un peu décantées. Donc, il y avait plein de choses en jeu dans cette marche, vraiment. Et je pense qu'on n'en a pas fini, évidemment. On n'en a pas du tout fini. Ben non, on n'a pas fini. Là, dans les mouvements actuels, il y a plus de femmes. Par exemple, le mouvement de soutien à Adama Traoré, c'est sa sœur, Assa Traoré, exactement, qui a pris une place très importante, quoi. C'est vrai. Mais la place des femmes a un tout petit peu évolué, enfin en tout cas je l'ose espérer depuis les années 80, parce qu'on parle il y a 40 ans, hein, à peu près. Donc j'espère que les choses ont changé. Et justement, Sylvain Pathieu, dans ce rapport homme-femme, parce que là vous parlez d'un couple, hein, oui, un homme et une femme, ils sont tout autant présents l'un que l'autre dans votre ouvrage, hein. Il y a une équité, mais est-ce que cette équité dans votre ouvrage était une équité réelle dans leurs actions, dans leur prise de décision, dans la manière dont ils étaient perçus aussi bien aux États-Unis qu'à Caen? Dans le mouvement afro-américain, il y avait un machisme très important, mais qui reflétait celui de la société dans son ensemble, hein. Et par exemple, on parle beaucoup de la figure de Rosa Parks, mais Rosa Parks, il faut savoir que quand elle a fait son action, qu'elle a refusé de céder sa place, dans un bus. Alors d'abord, il y avait eu d'autres Rosa Parks avant elle, d'autres femmes qui avaient refusé, mais qui n'avaient pas été jugées suffisamment de bonne moralité pour être défendues par le mouvement des droits civiques. Notamment, il y avait une femme qui était enceinte, mais qui n'était pas mariée. Il y en avait une autre... qui était soupçonnée de ne pas avoir une vie très, très convenable pour les canons de l'époque. Et donc Rosa Parks, elle était assez respectable, d'un certain âge, militante de longue date et tout, bonne chrétienne, tout ça pour qu'elle soit soutenue. Mais c'est pas elle qui s'est exprimée, c'est des hommes qui ont pris la parole à sa place, et parmi ces hommes, Martin Luther King. Et dans le mouvement des Black Panthers, il y avait beaucoup de machisme, mais c'est un peu contradictoire parce que c'était aussi un mouvement qui est un des premiers mouvements noirs américains qui, au moins en théorie, se disait féministe et accordait une place aux femmes. Et il y a eu d'ailleurs des femmes
Kathleen Cleaver, donc qui était la femme de Eldridge Cleaver, qui était il lui a mené une vie terrible, il la battait, il était terrible avec elle, mais elle avait quand même une place dans ce mouvement. Il y a les mémoires d'Hélène Brown aussi qui sont très intéressantes, qui sont sorties aux éditions Sileps, où elle raconte sa vie de femme dirigeante du Black Panther Party, et où à la fois elle subit une très forte violence de la part des hommes, mais elle a quand même une place aussi dans ce mouvement, quoi. Et alors Jean et Melvin, c'est un peu particulier parce que j'ai l'impression, en tout cas, l'impression que j'ai, c'est que c'est plus égalitaire pour l'époque que dans beaucoup d'autres couples. Déjà, il y a une différence d'âge entre eux, c'est que Jean est un peu plus âgée que Melvin, et donc elle a plus de maturité, voilà, ça compte. Et puis, quand Melvin parle d'elle, il dit voilà, elle c'était la tête et moi j'étais les jambes, quoi. Donc en fait, il dit que c'est elle qui l'a politisé, que c'est elle qui lui a fait lire les textes des Black Panthers. Et voilà, donc après, moi je sais pas comment fonctionnait leur couple dans l'intimité, bien sûr, mais en tout cas dans l'activité publique, ils étaient tous les deux sur un pied d'égalité. Après, mon livre n'échappe pas à certains biais, hein. C'est-à-dire que les archives sont, c'est ce que dit la sociologue Rosemary Lagrave, elle dit que les archives sont sexualisées, et c'est vrai, c'est-à-dire que c'est plus facile de trouver des choses sur les hommes dans les archives que sur les femmes. Et donc moi, par exemple, sur les 5 pirates de l'air, il y en a un qui vit au Portugal et que j'ai pas pu interroger, et les 3 qui sont morts. Et parmi les 3 qui sont morts, il y a les 2 femmes, Joyce Tillerson et Jean McNear. Donc moi, j'ai pu m'entretenir qu'avec Melvin pour cette histoire. Donc forcément, j'ai un peu plus de choses à raconter sur Melvin que sur Jean, mais j'ai trouvé dans les archives quelque chose qui était très très émouvant et qui m'a permis d'avoir l'impression quand même de connaître un peu Jean. C'est les lettres qu'elle envoyait à son juge, au juge d'instruction, pendant qu'elle était en prison. Et c'est des lettres qui sont vraiment très émouvantes, qui sont très belles. Elle lui envoie des poèmes. Elle lui dit voilà, qu'elle aimerait bien lui faire comprendre comment des gens comme eux, qui sont des bonnes personnes, en sont arrivés à commettre un acte aussi terrible que de détourner un avion. Et ils n'ont tué personne. Non, ils ont tué personne. Je le dis parce que ça, quand même, dans la graduation des délits, ils n'ont tué personne. Ils n'ont tué personne, et puis, après, il y a quand même certaines personnes qui étaient traumatisées. Non, mais bien sûr. Je ne veux pas minimiser. Et puis, eux-mêmes, ils regrettent. Enfin, quand je discutais avec Melvin, ils regrettent d'avoir fait ça. Mais bon, après, c'est vrai que c'était une modalité d'action à l'époque, le détournement d'avion, qui était beaucoup plus répandu qu'aujourd'hui, et qui se terminait pas dans les tours du World Trade Center, quoi. Donc c'était vu très différemment. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même cette relation un peu égalitaire entre eux, et notamment, après, quand ils interviennent à la grâce de Dieu dans le quartier populaire où ils vivent, c'est Jean, elle est plutôt dans l'aide aux devoirs, et Melvin dans le sport. Et tous les deux, quand même, une dimension intéressante, et on peut faire peut-être le lien avec Christian Delorme, c'est la dimension religieuse aussi de leur engagement. C'est-à-dire que voilà, tous les deux sont protestants, hein, c'est des Noirs américains, donc ils sont plutôt baptistes. Mais voilà, pour tous les deux, cette foi-là, elle est importante, et elle est des fois un peu mal vue dans le contexte français. Oui, mais Christian Delorme, pardon, qui est évidemment croyant, en tout cas, n'a jamais parlé de religion avec. Oui, il n'est pas du tout prosélyte. Il n'est pas du tout. Non, mais eux non plus. Pas du tout. Non, eux non plus, ils sont pas prosélytes. Enfin, comment dire. Et en plus, il a beaucoup œuvré, et il œuvre toujours beaucoup pour ce qui le motive aujourd'hui beaucoup. Il est toujours d'ailleurs dans la défense des migrants, mais c'est aussi le rapprochement avec l'islam, notamment, mais pas seulement. Mais il est absolument, enfin, il a jamais fait de prosélytisme auprès de ses. Et je pense que c'est ça aussi qui a rendu possible. Oui, puis on a le sentiment dans votre livre, justement, quand on relit ces débuts des années 80 en France, chez les jeunes, que la question de la religion n'est pas du tout première. Oui, pas du tout. En France, à ce moment-là. Voilà, pas du tout. Et donc. Que ça facilite sûrement le dialogue justement avec le père Delorme, mais aussi avec d'autres figures protestantes, parce qu'il y a d'autres acteurs, même si Delorme joue un rôle absolument central. Il est catholique, Delorme. Hein, oui. Mais on voit bien que c'est pas le sujet, en tout cas. Non, c'est pas du tout le sujet. En France, à ce moment-là, c'est pas le sujet. Mais dans les années 90, ça le devient plus. Oui. Tariq Ramadan, immédiatement, arrive à la fin des années 80, même pas d'ailleurs. Pour dire que ce mouvement a échoué et qu'il y a d'autres voies. Mais pour en revenir à ceux qui parlent pour les autres, justement,
Les hommes parlent quelquefois pour les femmes, mais dans ce mouvement, ce qui a été terrible aussi, c'est combien ce mot de la marche des beurs a recouvert ce petit mouvement qui est devenu plus grand, mais qui s'appelait tout simplement au départ la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui est très sérieux, et qui est devenu une espèce de slogan publicitaire. D'ailleurs, c'est Ségala qui l'a inventé, hein. La marche des beurs, alors que les beurs n'étaient pas connus du tout de mes marcheurs, puisque c'est un mot de la banlieue parisienne. Parisienne, oui. Et qui n'existait même pas encore. Donc c'est le Parti socialiste, oui, là il faut bien le dire, qui a récupéré, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'amertume à cause de ça. Avec aussi cette petite main qui est apparue, la petite main... Touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote, que je pense bien avoir porté malheureusement. Parce que il y a derrière ça de la une condescendance terrible. C'est quoi ces potes? Touche pas à mon pote, comme si nous on était capable de mettre la main sur l'épaule de ces braves et pauvres gens. Voilà, il y a tout. Et c'est vrai que j'ai des amis qui m'ont dit mais c'était quand même, qui étaient dépités au fond d'avoir accordé du crédit à ce terme, la marche des beurs, d'avoir porté la petite main. Mais oui, mais il faut essayer de se défaire de nos propres aveuglements, encore une fois. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'au début des années 80, parce que là on parle de la génération des plus jeunes, mais au début des années 80, il y a aussi parce qu'on a souvent une représentation, on dit dans les populations immigrées, c'est les jeunes qui sont mobilisés, et les parents ils se laissaient faire et tout ça, mais au début des années 80, il y a des grèves très importantes dans les usines Citroën, notamment Talbot, exactement. où c'est des travailleurs immigrés, souvent musulmans, qui se mettent en grève. Et qui a été recruté au début des années 70 parce que c'est après mai 68 et que le patronat cherche des travailleurs dociles. Donc ils vont recruter des Marocains par exemple dans la campagne ou des Turcs, des personnes dont ils se disent ils vont pas être éduqués, ils vont pas être politisés et ils les font adhérer à des syndicats maison et ils se disent eux on va les faire trimer, ils vont pas nous embêter comme les ouvriers français. Et ces gens-là au début des années 80 ils se mettent en grève et tout de suite ils sont stigmatisés. Exactement. C'est-à-dire que tout de suite on dit c'est des grèves islamiques, c'est des grèves musulmanes. Mais il faut dire qu'ils réclament aussi d'avoir une salle de prière. Oui, ça fait partie, mais... Oui, ça fait partie. Mais l'égalité sociale, quand même. Absolument. Mais il y avait aussi ça derrière, et bon, c'est ce qui est quand même légitime, mais c'est vrai que certains ministres socialistes ont dit des trucs absolument terribles. C'est Mauroy qui disait les grèves chiites. Oui. Je crois que c'est Mauroy. Oui, j'oublie un peu. C'est vrai que moi, par exemple, là, je suis passé complètement à côté de ces grèves. J'en ai entendu parler, mais je ne savais pas à quel point elles ont été atroces, quoi. Parce que quand ces grèves, parfois, se sont terminées, les grévistes sont sortis sous des huées racistes, où on disait les Noirs à la mer, les Arabes, des trucs, mais monstrueux. Monstrueux. Mais on a bien le sentiment, en tout cas dans votre livre, Charbons ardents, Marilyn Desbioles, que d'abord ils ne se revendiquent pas comme musulmans. Non. Je parle des marcheurs. Oui. C'est pas du tout leur entrée sur la lutte qu'ils mènent. Mais est-ce qu'ils font le pont entre des luttes contre le racisme et les luttes sociales, parce qu'on voit bien que ça converge terriblement déjà au début des années 80 entre des pères et des mères d'ailleurs qui avaient tous été au travail, on va dire, mais avec le chômage qui monte, qui les touche plus particulièrement. Donc est-ce qu'ils sont, en tout cas ils conscientisent cette question de la convergence entre lutte raciale et lutte sociale, ce que vont faire vos personnages, vos deux protagonistes à Caen, afro-américains arrivés en France, ils sont dans cette convergence. Ils comprennent bien ces choses-là. Non, les miens apprennent. Vraiment. La plupart sont fils et filles de harkis. Donc ils savent ce que c'est. La guerre d'Algérie est très très présente dans cette marche. Elle est d'ailleurs, on est en 80, c'est pas si vieux. Ils se heurtent aussi à des flics qui sont souvent des pieds noirs, qui cassent de l'arabe. Donc il y a tout ça quand même dans leur prise de conscience. Mais par exemple, il y a un marcheur avec lequel j'ai vraiment beaucoup parlé qui s'appelle Jamel Attala, qui ensuite a fait des études dans la fameuse fac de Vincennes où on n'avait pas besoin d'avoir le bac aussi pour faire des études. Il a fait des études politique, etc. Mais il me disait que quand il a commencé la marche, il ne savait même pas ce que ça voulait dire le mot association. Il
faut bien se rendre compte de ça. En vérité, grâce à cette marche, grâce aussi à Christian Delorme, ils ont lu, ils ont appris, ils ont parlé, et ils ont appris ce que c'était qu'une lutte politique. Oui, ça a fait partie de la marche. Je pense que peu à peu, et aussi parce qu'ils ont pris la parole, devant des gens, donc ils ont dû, mettre en parole, oui, leur lutte. Mais au début, non, ils ne savaient rien du tout. Et ça, c'est formidable aussi. Comment la marche les a amenés à prendre conscience de ce que c'était qu'une lutte politique. Oui, parce qu'il faut rappeler que la marche, c'est du temps. C'est avec les pieds, mais c'est surtout un espace-temps où ils ont pu parler, échanger, faire des rencontres. On voit bien, ils prennent des chemins de traverse, parfois ils s'arrêtent un temps, parce que ça doit être quand même assez fatigant cette affaire. Et ils parlent beaucoup, chose qu'ils n'ont pas tant l'habitude de faire, en tout cas en dehors de leur zone, entre guillemets, de confort, qui est celle de leur périmètre connu. Donc ça, on voit bien cette chose incroyable, cette parenthèse, en fait, même si elle va aboutir à beaucoup de déception, on le voit bien. Malgré tout, elle a ouvert en eux, je pense, beaucoup de choses. Oui, j'ai rencontré d'ailleurs des jeunes filles de la banlieue aujourd'hui qui se réfèrent à ce mouvement, qui l'ont vraiment en tête. Ça m'a heureusement surprise. Pour qui ça reste un modèle. Alors, je dis pas qu'on referait une marche comme ça avec un curé, un pasteur, 2 curés même. Je sais pas si c'est possible aujourd'hui, mais réinventer une action de ce genre, je pense que oui. Et ça reste quand même un modèle. Ça reste quand même une possibilité, oui. Et chez vous, Sylvain Pathieu, vos 2 lutteurs, si je puis me permettre, eux au contraire, ils sont très informés, très politisés. Enfin, c'est très différent comme principe. Et donc, qu'est-ce qu'ils découvrent en France? Donc, eux, noirs, afro-américains, arrivant dans une France qui n'a pas tout à fait digéré quand même son histoire coloniale. Non. Pas du tout, et d'ailleurs c'est au cœur de vos 2 ouvrages. Et je rappelle que vos marcheurs, ils ont en gros une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'ils ont une vingtaine d'années après l'indépendance de l'Algérie, parce que c'est beaucoup des gens d'origine algérienne, puisque beaucoup d'entre eux sont nés en France, donc ils n'ont pas connu la guerre. Mais bon, ils arrivent dans une France qui est meurtrie par cette affaire, par cette guerre. C'est-à-dire aussi bien du côté des Blancs métropolitains ou ex-métropolitains que du côté des Africains, puisque la décolonisation va aussi concerner des pays d'Afrique noire, pas simplement le Maghreb et l'Algérie en particulier. Alors que vous, ils connaissent, quand ils quittent la France, quand ils quittent les États-Unis, pardon, ils connaissent une Amérique qui est encore ils ont grandi dans une Amérique ségrégationniste. Donc c'est 2 contextes très différents, mais au cœur des 2 contextes, on sent en France une violence très sourde, mais réelle, puisque vous dites que les années 80 ont été des années très violentes en France, alors que pour vos 2 protagonistes, Sylvain Pathieu, là, la violence, elle est au coin de la rue. Elle est dans la manière dont on bouge, la manière dont on marche, la manière dont on s'exprime. Voilà. Et qu'est-ce que ça peut fabriquer de différent quand les McNair arrivent en France avec ce précédent de violence directe, alors que peut-être les marcheurs, ils l'ont pas senti tout de suite, cette violence. Ils ont d'abord été des enfants, donc j'imagine qu'ils ont été peut-être joyeux, ils ont joué au football en bas de leurs immeubles, ils ont pris leur vélo pour aller dans les champs, enfin, j'en sais rien. On a l'impression qu'il y a une innocence qui n'a jamais existé chez vos protagonistes, Sylvain Pathieu, alors que vous, on a l'impression qu'ils sont dans une forme de désillusion, de tristesse terrible, Marie Desbiolles. Pardon. L'un ou l'autre. Oui, enfin en tout cas, par exemple, Jamel Attala me dit que eux, quand ils sont arrivés, il faut savoir que les harkis ont été mis dans des endroits mais complètement indignes, des baraquements, etc., dans des camps. Et donc, quand ils arrivent au Minguettes, c'est le bonheur.
des appartements Oui, c'est ce que qui je leur pense. paraissaient incroyablement luxueux. Bon, en plus, ensuite, ces bâtiments ont été très très vite d'ailleurs détruits. Mais au début, il y a ça. Mais malgré tout, Jamel Atallah voit son père qui est cantonnier, enfin, il y a quand même des blessures comme ça, qui fait un travail très dur. Il sait aussi des choses qui se sont passées pour eux. Il n'est pas innocent, non, quand même pas du tout. Et puis il y a beaucoup de violence avec les flics, et souvent ils vont casser des Français. Hein. C'est un peu ça leur jeu. Hein. Donc il y a énormément de violence. Il va y avoir d'ailleurs ces espèces de rodéos en voiture là. Qui vont faire beaucoup parler dans les banlieues. Il faut dire une chose, c'est que le père Delorme, parce qu'il aime bien qu'on l'appelle comme ça, fait une grève de la faim pour ce qu'on appelle aujourd'hui, contre plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui la double peine. C'est juste avant l'élection de Mitterrand. Et il y a la double peine aussi, hein, parce que certains ne sont pas nés en France. Et même s'ils sont nés en France, d'ailleurs, c'est pas tout à fait gagné pour eux. S'ils font trop les imbéciles, ils sont en prison ici et de l'autre côté. Donc, juste à l'élection de Mitterrand, la double peine va être abolie pendant un temps. Donc, il y a tout ça. Non. Et puis, il y a beaucoup de meurtres. Par exemple, une des filles, des blanches, entre guillemets, qui va faire partie de la marche, elle s'est engagée parce qu'il y a eu un enfant qui a été tué, un enfant arabe qui a été tué parce qu'il jetait des pétards, parce que c'était une fête. Bon, il y a des choses comme ça. Pendant la marche, il va y avoir ce fameux meurtre absolument abominable de Habib Grimzi, qui va être jeté du train du Bordeaux 26 000 par des militaires, non pas des militaires, des légionnaires. Des légionnaires, merci. Qui va être jeté du train, donc c'est pendant la marche, et là ça faillit tout fiche en l'air, mais au contraire ils se sont dit que c'était encore une raison supplémentaire pour continuer. C'était en novembre 83, en plein milieu de la marche, donc pour dire qu'il y avait des actions extrêmement violentes, des meurtres, vraiment. Donc je sais pas, je sais pas si vraiment, en même temps ils vivaient entre eux, plus ou moins, dans les Minguettes, donc ils n'ont pas forcément un souvenir absolument abominable de ce moment, hein, c'est vrai. Mais il y avait quand même de la violence, oui. Et puis certains ne sont jamais venus à Lyon, hein, tout simplement. Le centre-ville leur était interdit. Enfin, ils se l'interdisaient à eux-mêmes, hein, plus exactement. Oui, Sylvain Pathieu, vous voulez Alors, dire. Jean et Melvin, ils étaient quand même, ils reconnaissent eux-mêmes. Enfin, Melvin reconnaît qu'ils avaient des côtés en fait assez naïfs quand ils ont quitté les États-Unis, il dit voilà que l'université, ça a été, la prison a été un peu son université en fait. C'est en prison qu'ils ont eu plus de temps pour lire, pour réfléchir et pour vraiment savoir qui ils étaient aussi. Et quand ils partent des États-Unis, ils sont dans un mélange un peu de Black Power, de panafricanisme, de philosophie un peu hippie, un peu New Age, quoi. Il y a un mélange de tout ça. Par exemple, pendant le détournement d'avion, il y a Jean qui discute avec une des hôtesses de l'air et elle parle d'accouchement sans douleur. Et elle lui parle de méthodes éducatives pour les enfants, parce qu'elle lui apprend qu'elle va se marier. Elle lui dit c'est très important le mariage, mais après, si vous avez des enfants, nous, ce qu'on fait à nos enfants, c'est qu'on leur raconte des histoires, on discute avec eux tous les soirs, on leur raconte des histoires, c'est important. Enfin voilà, il y a toutes ces nouvelles méthodes pédagogiques qui émergent un peu dans ces années-là. Et donc voilà, donc c'est un peu surréaliste comme dialogue entre une hôtesse de l'air. C'est assez réjouissant. Oui, en réalité. Voilà. Ouais. Et après, quand ils arrivent en Algérie, ils avaient un peu idéalisé l'Algérie, quoi, parce qu'il y avait le panafricanisme. Ils avaient un peu idéalisé aussi la solidarité avec les Black Panthers qui vivaient en Algérie. Et puis ils se retrouvent dans un pays du tiers-monde où il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère. Ils parlent pas français, ils parlent pas arabe, donc ils n'ont pas de moyens de communiquer avec les gens. Et les Black Panthers qui sont arrivés avant eux ont été très arrogants, ont fait beaucoup de bêtises et donc sont très mal vus par le gouvernement, puisque Eldridge Cleaver par exemple, il avait assassiné un rival amoureux, il l'avait enterré dans la forêt autour d'Alger, donc voilà. Et puis donc voilà, ils sont et surtout ils découvrent ce que c'est vraiment qu'un pays pauvre. Et j'ai dit à Melvin, mais
quand tu as quitté l'Algérie, pourquoi tu es allé en France? Pourquoi tu n'es pas allé dans un pays d'Afrique subsaharienne, par exemple? Et il m'a dit, parce que j'aimais bien l'eau chaude et l'électricité. Et donc voilà, ils viennent d'un pays industrialisé, du pays le plus puissant du monde à l'époque. Et même si dans ce pays-là, ils sont victimes de racisme et ils sont opprimés, quand ils arrivent dans un pays plus pauvre, ils peuvent avoir quand même des comportements qui passent mal. Et quand ils arrivent en France, là, quand ils sortent alors quand ils sont en prison, il y a tout un mouvement de soutien, tout ça. Et quand ils sortent, il y a aussi pas mal de mouvements politiques, de mouvements révolutionnaires qui essayent de les capter, de les attirer à eux, parce que c'est bien d'avoir des Américains qui sont anti-impérialistes. Et donc et puis voilà, ils ont une certaine aura. Et eux, ils vont quand même plutôt se détourner de ça et revenir dans un relatif anonymat, dans un travail sur le terrain, un travail social sur le terrain. Et ils se retrouvent un peu même, c'est-à-dire ils sont plus dans un discours révolutionnaire très théorique. Ils se retrouvent dans des actions concrètes qui finalement leur correspondent plus. Et ils ont aussi une conscience que ils sont pas soumis aux mêmes formes de racialisation en France. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont pas être soumis au même racisme en tant que Noirs américains que des Noirs qui viennent d'Afrique subsaharienne ou qui viennent des Antilles. C'est pas les mêmes stéréotypes qui reposent sur eux. Et notamment, il y a l'a priori du Noir américain sympathique, sportif, tout ça. Jazzman. Voilà. Pour Melvin, c'est plutôt le sport, parce que c'est l'époque où le basketball américain, notamment, prend son essor. Et il y a des gens comme Michael Jordan, tout ça, qui sont très populaires en France. Et donc il tire parti de ces stéréotypes qui sont pas à leur encontre, mais ils sont quand même bien conscients qu'il y a des stéréotypes, qu'il y a une altérisation, une racialisation. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que finalement, à part cette fameuse marche des beurs, et qui a en plus été dénaturée dans son nom, il y a très peu de mémoire de ces luttes d'immigrés ou de ces luttes de minorités en France. Il y a eu des mouvements, par exemple, dans les années 20, dans les années 30, il y a eu la Ligue de défense de la race nègre, il y a eu des dockers et des marins à Marseille, à Bordeaux, qui s'organisaient, mais dont on n'a pas gardé la mémoire. Il y a eu des mouvements aussi dans les années 70. Et finalement, les seuls mouvements qui apparaissent comme des mouvements noirs puissants à l'échelle mondiale, c'est les mouvements américains. États-uniens, je devrais dire. Et même si c'est des mouvements dans un pays où le racisme sévissait et la ségrégation raciale sévissait de façon très forte, c'est quand même ces endroits-là où, grâce au Black Power, grâce au mouvement des droits civiques, grâce au Black Panther, grâce à Rosa Parks, Angela Davis, Malcolm X, Martin Luther King, apparaît la dignité d'être noir, le fait d'un combat pour l'émancipation qui porte à l'échelle mondiale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, beaucoup de mouvements qui se battent contre les discriminations en France se réfèrent aux États-Unis. Parce que finalement, c'est les seuls mouvements qui ont une continuité et qui ont une mémoire et qui donnent une impression de puissance et de victoire jusqu'à aboutir à l'élection d'Obama, même si on sait bien que sa politique, il y a beaucoup de limites et qu'il a pas fait grand-chose en pratique pour les Noirs américains, mais au niveau du symbole, c'est important. Et on peut comprendre comme ça que, par exemple, le mouvement contre les violences policières, il a connu un regain en France après la mort de George Floyd. Pourtant, ça a eu lieu aux États-Unis, mais voilà, il y a des connexions qui se font comme ça. Et c'est pas simplement les Français qui voudraient imiter les États-Unis mais c'est que les ressources disponibles pour mener des combats, elles vont être piochées aux États-Unis parce que c'est là où c'est des mouvements qui paraissent victorieux, qui paraissent forts. Et c'est pas du tout qu'on voudrait plaquer une réalité américaine sur la France, parce que cette réalité française d'une histoire des discriminations et d'une histoire de la race vue non pas d'un point de vue biologique bien sûr, mais d'un point de vue social et culturel, elle existe aussi en France, autant qu'aux États-Unis, selon des modalités différentes. Marilyn Desbioles, peut-être ? Oui, mais je crois aussi que nous n'avons pas encore digéré notre histoire coloniale et singulièrement notre histoire algérienne. On l'a bien vu, là, il y a eu des commémorations, etc., mais c'était quand même un minima. Je pense que ça nous reste toujours en travers. Et que tant que ça nous restera en travers, précisément, il ne pourra pas y avoir de vraie reconnaissance de ces mouvements. Ça n'est toujours pas passé. Vraiment pas.
Je l'ai bien vu donc avec aussi ce que m'ont dit mes marcheurs, hein, qui certains ont essayé de revenir, de retourner en Algérie. C'est douloureux. Ça ne peut pas se passer dans la joie et la sérénité. Et en même temps, en France, là non plus, c'est pas digéré. Ils se sentent pas véritablement. Mais justement, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas finalement de retour possible, puisqu'il n'y a pas eu d'aller. Parce que quand on parle de cette génération, je parle même des marcheurs qui sont nés, donc on va dire dans les années 60, oui. je pense, hein, grosso modo, parce qu'ils sont quand même très jeunes. Très jeunes, oui. En 83. Certains sont nés. Oui, certains sont nés en Algérie. Peut-être, mais n'en ont pas nécessairement le souvenir. Et puis, la plupart d'eux sont nés en France. Et donc, c'est peut-être là que c'est compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'ils pensent de l'Algérie ? Je veux dire, là aussi, est-ce que... Je parle quand ils avaient une vingtaine d'années. Hein, est-ce que c'est une idéalisation, en fait ou au contraire une très grande conscience que ce pays ne va pas bien, ni du point de vue des richesses bien sûr, mais y compris du point de vue politique, on n'est pas encore dans les années noires qui arrivent juste derrière cette marche, mais on pressent qu'il y a un terreau extrêmement violent qui est là. Oui, moi on me parle aujourd'hui et maintenant, hein, donc, mais les femmes notamment sont extrêmement négatives sur la manière dont les femmes précisément sont toujours perçues en Algérie. Donc il n'y en a pas une seule m'a dit des choses idylliques sur l'Algérie. Et quand par exemple Djamel Attala, qui est le plus conscient politiquement, il a essayé de s'engager auprès de mouvements plus comment dire, plus intéressants en Algérie. Bon, il a essayé de s'engager, mais il a toujours beaucoup d'espoir. En même temps, il me fait part d'une désillusion. C'est très étonnant, d'une désillusion totale et en même temps un espoir formidable. Mais ça ne vient pas, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça ne vient pas. C'est bloqué. Alors, pour terminer, je vais parler de ce qui vient justement, ce qui fait qu'à un moment donné, dans une vie, la vôtre, les vôtres respectivement, ou dans celle de vos personnages qui habitent ces ouvrages, ce qui peut à un moment donné vous emmener quelque part, vous faire bifurquer. Donc ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une personne, une rencontre. Et donc je vais vous lire Marine Desbioles dans Charbons ardents à propos du père de l'arbre. J'ai oublié les arbres du square et un peu l'église, hormis les pierres blondes du mur côté jardin. J'ai oublié les arbres. L'arbre est Christian Delorme, par son nom, mais pas seulement. L'arbre est Christian Delorme par sa haute stature et ses épaules légèrement voûtées qui évoquent la ramure. Les yeux bleus et rieurs sont les oiseaux de l'arbre et la parole libre, généreuse, le souffle qui fait ondoyer ses branches. Voilà ce que je suis venu reconnaître. Je suis venu reconnaître que si Christian Delorme inspira une confiance immédiate, si nous nous sentons protégés en sa présence, c'est qu'il est un arbre. Ce ne sont pas ses racines qui nous protègent, encore moins sa permanence, son immobilité, mais bien plutôt l'étendue de son faîte, le bouger de ses feuilles. Je me plais à lire ces quelques phrases, je trouve ça, encore une fois, une écriture absolument magnifique. Et donc, je voulais vous faire réagir tous les deux sur ce qui peut nous faire, à un moment donné, conscientiser des choses, prendre des virages, par des luttes, sous des formes violentes ou non violentes, mais qui fait qu'à un moment donné, on bouscule. Donc, qu'est-ce qui bouscule les jeunes de la marche pour l'égalité, ou en tout cas certains d'entre eux qui vous auront plus touché? Qu'est-ce qui bouscule les personnages de Panthères et Pirates? Panthères et Pirates, c'est clairement le contexte, le contexte aux États-Unis de racisme, et puis le contexte international avec la guerre du Vietnam. Et voilà, c'est une période aussi où il y a des mouvements sociaux très intenses. J'imagine qu'aujourd'hui, les futurs militants de demain, c'est tout le mouvement qu'il y a eu contre la réforme des retraites, par exemple, ça va sans doute créer ça va créer de l'engagement. Moi, je me rappelle, j'ai commencé à m'engager quand
quand j'étais au lycée en terminale, parce qu'il y avait eu la montée du Front National et parce qu'il y avait le mouvement de novembre-décembre 95. Voilà, donc quand on commence à entrer dans des mouvements collectifs, ça crée quand même une force, ça crée quelque chose qui fait que même si ça peut échouer, il y a quand même des choses qui perdurent. Enfin, en tout cas, j'espère. Marine Desbioles. Et moi, justement, c'est d'avoir rencontré quelqu'un comme Christian Delorme qui porte donc la non-violence, peut-être aussi une forme de compromis, mais avec une ardeur incroyable. Et donc, ces mouvements que l'on croit être entre les deux, etc., sont passionnants et ardents, précisément. Donc, c'est ça qui m'a bousculé et qui ne cesse d'ailleurs de me bousculer encore et de me faire réfléchir. Eh ben, c'est magnifique, je vous remercie tous les deux. Je ne peux que conseiller à nos éditeurs de lire vos livres. Charbons ardents, très beau titre d'ailleurs, de Marilyn Desbioles, édité au Seuil donc en 21. Et Panthères et pirates, des Afro-Américains entre lutte des classes et Black Power de Sylvain Pathieu, édité à la Découverte en 2022. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, Chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon.